de chercher quelles sont les méthodes d'insertion de la culture de la paix dans les disciplines d'accueil de l'enseignement primaire présent ici. Et puis, quelles peuvent être les meilleures acquisitions des compétences de la vie courante liées à la culture de la paix. Enfin, comme l'a dit Mme Niang tout à l'heure, comment est-ce quelles peuvent être les stratégies pour associer les jeunes défavorisés et les groupes marginalisés à la culture de la paix, car ce sont ces jeunes-là qui constituent le ventre mou des idéologies et le terreau des recrutements des milices armées. Je le dis, c'est d'autant plus que le Cameroun est confronté, comme notre pays africain, pas seulement à la menace, mais au tourment, ou mieux insérer ces modules-là au sein de nos programmes scolaires. Je m'appelle Zam Boubam Hans Dieudonné. Je suis inspecteur de pédagogie chargé de l'enseignement primaire au ministère camerounais de l'éducation. Donc on va au niveau du Gabon. Je précise que nous attendons donc notre sœur du Bénin, Oui. certainement qui a fait son avion hier, et le Gabonais, nous ne voit pas. D'accord. Voilà. Ok, merci madame. Merci, nous espérons les voir d'ici demain ou plus tard, ou en tout cas d'ici à la fin de nos travaux. Inch'Allah. Merci. Il est 11h, je ne sais pas si. Les audits 11h30, je ne sais pas si. On va un peu encore. Ok. D'accord, donc on va pour la pause café et puis on va revenir pour la suite des travaux. 15 minutes. Bien, je vais te présenter. Dans une première étape, nous avons d'abord recueilli les attentes de nos chers frères et sœurs venus des pays voisins et des pays francophones d'Afrique, de l'Ouest. À présent, nous allons donner la parole à les Ivoiriens pour qu'ils puissent exprimer également leurs attentes. Mais nous allons principalement donner la parole au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de l'Éducation nationale et à un membre de la société civile pour qu'ils puissent donner ses attentes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je voudrais, au nom de mon collègue, l'imam Issouf Konaté, avant de parler de nos attentes, remercier les ESCO et la Fondation Félix Houphouët de nous avoir invités à cette cérémonie. Tout juste, je voudrais aussi, avant tout propos, tout à l'heure, quand notre maman parlait, si vous allez me pardonner pour ça, je voudrais ajouter quelque chose, parce que quand notre maman parlait tout à l'heure, elle a parlé de quelque chose où, après la formation de 50 imams et que la crise a éclaté, il y a eu un comportement des imams en Côte d'Ivoire qui a fait en sorte que nos imams n'ont pas pu inviter leurs fidèles à agir négativement, qui pouvait faire en sorte que cette crise-là devienne une guerre civile, une guerre religieuse. C'est ainsi que je voudrais ici dire que cette formation que nos imams ont eue a été bénéfique. Pourquoi? Quand la
crise a éclaté, je ne voudrais pas ramener ici la haine ou bien la vengeance, mais c'est des choses que nous avons vécues. Et quand on vous forme à la culture de la paix, et que vous vivez ce genre de comportement vis-à-vis, nous devons interpeller, nous devons dire aux autres que voilà ce que nous avons vécu. Nos imams ont été brûlés. Je le dis ouvertement, j'ai vécu, moi-même j'ai vécu ça. Nous avons vu des imams qui ont été brûlés, tués dans des mosquées avec leurs enfants. On a eu des mosquées qui ont été saccagées. On a vu un prêtre qui a été, que les gens ont tiré sur lui à bout portant, le prêtre à Bécan, sur la route quand il rentrait chez lui à la maison. Et aussi, sincèrement, quelque part, n'eût été la grâce, la miséricorde et la puissance du bon Dieu, cette crise-là allait tomber sur une guerre religieuse. Mais, comme on le dit chez nous, les musulmans, alhamdoulilah, Dieu a levé cet esprit diabolique-là. En fait, ce que je voulais dire ici, avec le nonce apostolique, paix à son âme qui est décédé, nous avons sillonné les mosquées qui ont été brûlées. J'étais pratiquement à Yopougon, où j'ai vu dans la mosquée, le gardien de la mosquée, plus l'imam adjoint qui était là, qui ont été attachés sur une acte et brûlés. Mais les imams et les guides religieux, on s'appelait jour et nuit pour dire tenez bon, Dieu ne nous abandonnera pas. Ce qui m'a un peu plu, pas parce que d'autres sont morts aujourd'hui, c'est que Dieu est merveilleux. Il y avait un moment où la crise devait dégénérer totalement, où nous avons eu des corps habillés, donc garé plus de 2 ou 3 chars devant la grande mosquée, la Riviera Golf. Et ils ont escaladé, ils étaient prêts à aller brûler la radio islamique, qui était notre radio préférée, la radio Al-Bayan, plus la mosquée. Et en face de la mosquée, il y a des étages qui sont là. Il y a une femme qui m'a appelé à 2 h du matin. Pour dire, ah, parce que c'est toi le plus petit parmi les guides religieux qu'on connaît très bien, qu'on peut appeler. Mais voilà ce qui est en train de se passer. Pour être sûr, j'ai appelé d'abord mon papa, excusez-moi si je dis mon papa, l'imam de ce Bidiba, qui est le directeur de la radio Al-Bayan, pour lui dire, papa, voilà ce qu'on vient de me dire, est-ce que c'est vrai? Ah, il m'a dit, mon fils, je ne suis pas actuellement en place, mais donne-moi 5 minutes pour que je puisse te rappeler si c'est vrai. Après, il m'a rappelé pour dire, effectivement, c'est vrai qu'il y a des chars qui sont là, mais comment vous pouvez nous aider en tant que chrétiens pour que ces chars-là puissent quitter la mosquée? Parce que là, nos musulmans, nous les musulmans, on va plus se laisser faire. Il était déjà 3 h du matin. Il fallait que j'appelle Monseigneur Jean-Pierre Couton, qui est devenu aujourd'hui cardinal. Il fallait que j'appelle aussi le révérend pasteur de Boublin Jacob. Il fallait que je rentre en contact avec le bishop Benjamin Boni pour que ensemble nous puissions voir les autorités militaires pour leur dire qu'il y a des chars qui sont garés à la mosquée d'Aribera Golf prêts à brûler cette mosquée. Entre nous, pendant au moins les 10 minutes à 15 minutes, nos patrons, je dis bien mes patrons, le cardinal, le bishop Benjamin Bonnet, tous m'ont rappelé pour dire que si je pouvais appeler, ils m'ont donné des noms. Et si je pouvais les appeler pour leur dire que est-ce que je pouvais retirer ces choses. Comme je suis le fils de quelqu'un qui est venu placer dans l'armée, j'ai appelé mon papa pour lui dire donne-moi le nom de ces 2 personnes-là pour qu'ensemble nous puissions enlever ces chars qui sont directement à la grande mosquée de la Riviera Golf. Je sais que par la grâce de Dieu, à nos prières, ils ont enlevé ces chars. Et le lendemain, on se retrouvait ensemble dans la joie pour dire ouf, enfin Dieu nous a sauvés. Ça veut dire que déjà, nos imams, après la formation, ils ont reçu cette formation-là, et ils ont exécuté les contextes même, ils sont dans la formation. Et ils ont appelé les fidèles du nom.
ne cédez pas, laissons la pluie de la paix, pensons à l'avenir de la Côte d'Ivoire, et que Dieu nous aide. Et Dieu a exaucé cette prière. Cette guerre n'est plus devenue une guerre religieuse. Ça veut dire que nous avons fait beaucoup de choses. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Bon, on va demander aux intervenants 2 minutes. Non, 1 minute. C'est juste les attentes. Parce que tout à l'heure, on aura une phase où on aura le partage d'expérience. Je pense que là-bas, ils auront plus de temps pour expliquer un peu tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont fait. Donc, en 1 minute, je pense qu'on peut donner des attentes. Monsieur Gonçalves. Cette structure pour justement défendre 2 causes de base, le développement et la paix. Parce que pour nous, sans développement, il n'y aura pas de paix véritable et sans paix, il n'y aura pas aussi de développement véritable. Donc c'est à cela que nous nous sommes dit qu'il était important qu'à un moment donné, on oriente notre action. En fait, dans l'espace francophone, S'il vous plaît, monsieur, vous attendez. oui, mais je veux le dire. Vous présenter la suite. Mes attentes sont au sorti de cette rencontre-là, qu'il y ait une synergie d'action, qu'il y ait une plateforme des organisations intervenant dans le domaine de la paix et la citoyenneté à l'école, comme dans toute la société, et qu'en dehors de cela, qu'on puisse harmoniser nos programmes pour qu'il n'y ait pas de désordre, parce que si à gauche, on fait un programme de paix qui ne rentre pas dans la vision de l'autre, il y aura certainement un désordre organisé et ça va faire du mal plutôt que de faire du bien. C'est à cela que je souhaiterais qu'à partir de ce moment précis-là, on puisse harmoniser certaines choses, certains programmes, certaines orientations de nos actions et qu'on puisse se connaître même pour qu'ensemble on puisse évoluer en phase. Et que tous ceux qui interviennent dans le développement de ces organisations-là nous aident aussi, parce qu'avant on le faisait de façon minime, mais aujourd'hui nos champs d'action élargis, mais nos moyens ne permettent plus de le faire. Ok, merci monsieur Zoé. Merci. La Fédération ivoirienne des clubs UNESCO Paix et Action. En tant qu'organisation de la société civile, nous pensons dans cette question importante qui est celle de la paix. Merci. Ok, merci. Vous permettez, pour dire mon attente, intervenir un peu sur l'exposé qu'a fait Mme Mariama tout à l'heure à l'UNESCO, qui situait donc des élèves qui sont dans le système scolaire et ceux qui sont dans le non formel. Je voudrais dire que ça rejoint donc mon attente qui dit que dans le système scolaire que nous avons en Côte d'Ivoire, il y a dans ce système scolaire un système non formel. Ce sont les élèves des écoles coraniques traditionnelles, les élèves qui sont dans les écoles médersa, parce que la Côte d'Ivoire a fait déjà l'effort d'intégrer certaines écoles dans le système officiel. Ces écoles reçoivent une formation parce qu'il y a un programme qui parle de la culture de la paix. Mais l'autre frange de la population très importante qui reste n'est pas prise en compte. Donc c'est ça qui rejoint mon attente pour dire qu'il faut faire quelque chose en direction de cette population. Merci. Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment bien intéressé par ce stage de formation. Je veux bien comprendre et maîtriser les concepts clés qui se rattachent à la culture de la paix, et puis voir à quelle mesure cela s'intègre concrètement dans les programmes de formation. Nous allons peut-être aborder la question de l'école de base, l'école primaire et autres, mais bon, à l'enseignement supérieur, nous serons particulièrement plus intéressés pour voir à quelle mesure certaines pratiques pourraient transposer facilement au niveau du supérieur. Quand on sait le rôle, du moins l'importance que jouent les jeunes de l'enseignement supérieur dans le processus de paix, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Donc ce sera déjà ça. Et puis aussi comprendre comment on arrive à mesurer, c'est-à-dire après la formation, quand on a fini de faire la formation sur la culture de la paix, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des jeunes, comment après quels sont les mécanismes qui nous permettent de mesurer l'impact de cette formation dans l'entreprise? Comment on s'assure que les jeunes ont compris et intègrent les concepts théoriques de façon pratique dans leur agir, dans leur vécu quotidien. Voilà, donc ce sera déjà ça. Le programme, c'est d'abord
Nous allons passer à la série de communications maintenant. Et avant de commencer cette série de communications, je voudrais vous demander de saluer et de reconnaître le mérite de ces personnes, de ces dames et de ces messieurs qui vont nous entretenir pendant ces 3 jours par intervenant. Il s'agit du docteur René Pierre Anouma, que je vous demande d'ovationner. Comme intervenante, nous aurons également docteur Dine Batoumbia, que je vous demande d'ovationner. Nous aurons M. Tal Bouaka. Nous aurons également Dr Marawan Kwasi Aimé, qui n'est pas encore arrivé, je pense. Non. Nous aurons Dr Yao Komena Raphaël, la chaire UNESCO. Pardon. Et nous aurons M. Bertie Zanga. Et ce matin, nous allons prononcer un exposé sur l'historique du concept de la culture de la paix. Je vais recevoir le docteur René Pierre Anouma pour son discours sur le thème l'historique du concept de la culture de la paix. Docteur, vous avez la parole. Et traiter de l'historique du concept de culture de la paix. Le concept de culture de la paix a été formulé pour la première fois lors du Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, organisé par l'UNESCO et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en juillet 1989. C'est à cette occasion également que fut lancée l'idée de la création d'un prix pour la recherche de la paix. La 25e conférence générale de l'UNESCO devait entériner cette idée le 15 novembre 1989 par sa résolution 25 qui, je voudrais le rappeler, a été adoptée à l'unanimité. Hommage à l'action en faveur de la paix conduite par le président Félix Houphouët-Boigny, ce prix se propose d'honorer, conformément à son article 1er, les personnes vivantes, institutions ou organismes publics privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde et au maintien de la paix et au respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Depuis sa création, il y a donc 25 ans, ce prix continue de servir à travers le monde la cause de la paix, de la raison, de la compréhension mutuelle et de la réconciliation. Je voudrais à cet égard faire mention de quelques lauréats issus d'horizons divers, mais porteurs d'aspirations identiques, à savoir la paix et la réconciliation, et partant la promotion de la culture de la paix. Les Sud-Africains Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, les protagonistes du conflit israélo-palestinien, Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat, les institutions internationales qui se consacrent à la promotion de la défense des droits de l'homme, comme les Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et aux réfugiés, ou encore les institutions régionales, comme la communauté de Santé Egidio en Italie, ou encore les grandes mères de la place de Mai en Argentine, ne citer que cela.
c'est dire la dimension de ce prix dans la promotion de la culture de la paix, puisqu'il s'agit d'honorer, féliciter et de faire montre des personnes qui, à travers le monde, dans des conditions particulièrement difficiles, ont réussi par leurs efforts individuels et leurs collectifs à amener à des solutions qui, sur le moment, pouvaient paraître irréalistes, voire irréalisables. Soucieuse et constante et consciente du rôle que peut jouer la culture de la paix dans les stratégies de développement économique, social, mais aussi la promotion et la conservation de la paix, aussi bien à l'intérieur des États que dans leurs relations, la communauté internationale a entrepris, à travers de nombreuses rencontres, réflexions et diverses initiatives, à expliquer ce concept, à le rendre audible, compréhensible et opérationnel. Colloques et séminaires, tables rondes et débats organisés dans le monde ont donc servi de support pédagogique à cette fin. Apparu au cours de ce processus comme une approche idéale, un moyen efficace pour la promotion et le règlement des conflits, la référence à ce concept en fait ce régulateur privilégié des rapports sociopolitiques dans le monde et en Afrique. Je voudrais passer rapidement sur la définition qu'en donnent les Nations Unies, puisque cette définition-là existe dans les différents documents que nous avons reçus. Mais cette définition expose le champ et les implications du concept et répond à la déclaration de Yamoussoukro de 1989. À cette date, le directeur général en faisait une nouvelle vision, un engagement en action, une fresque de l'avenir, dont il traçait le programme. Ce programme-là, disait-il, il fallait non seulement persuader les décideurs à faire confiance à la paix, à investir dans la paix, mais à payer le prix. C'est dire la difficulté de la recherche de la paix. Alors, quelles sont les différentes activités qui, à l'époque, avaient été identifiées? Il était convenu que la déclaration de Yamoussoukro et à l'époque le manifeste de Séville sur la violence soit diffusé à travers le monde et dans diverses langues. Outre ces deux initiatives majeures, le programme prévoyait l'organisation d'un séminaire interdisciplinaire international sur les origines culturelles et sociales de la violence. Il était également prévu la tenue d'une consultation internationale pour favoriser, par une approche interdisciplinaire, l'étude des relations entre la paix, les droits de l'homme, le désarmement, le développement et l'environnement. De même, il était envisagé une étude de faisabilité en collaboration avec l'Université des Nations Unies pour renforcer l'action en faveur de l'éducation pour la paix et les droits de l'homme, grâce en particulier à la formation de cadres par un système d'enseignement, d'échange et de stage. Et en plus, il était prévu le renforcement des réseaux d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche sur la paix et la promotion internationale,
afin de favoriser l'application des instruments internationaux des Nations Unies, en particulier l'UNESCO, concernant les droits de l'homme, la paix, l'environnement et le développement. Comme vous pouvez le constater, il s'agissait en fait de toutes les activités humaines, voire celles entreprises par l'ensemble des États. Toutes ces activités donc constituaient celles qui furent identifiées comme devant sous-tendre le congrès sur la paix dans l'esprit des hommes et servir la paix et sa culture. Je voudrais préciser qu'il est également prévu la préparation d'un ouvrage à but pédagogique présentant les personnalités marquantes à travers les âges et dans tous les continents qui ont contribué à la paix, en quelque sorte un complément au manuel d'enseignement de l'histoire. Le champ couvert autant par la définition des Nations Unies que la mention des différentes activités identifiées disent les efforts de la communauté internationale et ses institutions pour réaliser leurs objectifs de paix, de progrès et de développement.